Eh bien bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Exmotio où on va analyser le chapitre qui s'appelle la sympathie, autrement dit comment se faire aimer, du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et je peux vous dire que si vous êtes déjà demandé ce qui nous rendait sympathique et pourquoi est-ce qu'on a plus tendance à écouter ce que dit quelqu'un qui est sympathique ou qui est désirable, eh bien, je peux vous dire que vous n'êtes pas le seul, parce que tous les publicitaires du monde entier se sont posés cette même question, les sociologues aussi. Et bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas rationnelles et pas analysables. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus qui sont analysables et qui ont été analysées. Et on a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de tout cela. C'est parti! Pour commencer, il y a deux sous-chapitres qu'on ne va pas analyser parce qu'il n'y a pas trop de rapport avec le tabac, tout du moins je ne l'ai pas vu. Ces deux chapitres, ce sont premièrement les compliments. Alors peut-être que pour vendre du shampoing, parce que vous le valez bien, ça marche peut-être. Pour le tabac, là je ne l'ai pas vu comme ça. Et il y a aussi le contact et la coopération. C'est des chapitres qui sont extrêmement intéressants néanmoins. N'hésitez pas à aller voir votre libraire préféré et acheter ce livre. Vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses dans ce que je n'analyse pas. Dans ce que je vais analyser, par contre, il y a un chapitre qui s'appelle l'apparence physique. C'est un biais cognitif qui est extrêmement intéressant parce qu'il rentre dans la catégorie des biais cognitifs qui ont une caractéristique qui s'appelle l'effet de halo. L'effet de halo se produit quand une des caractéristiques d'une personne domine la façon dont les autres personnes la voient. Et tout montre que l'apparence physique a très souvent cette propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, quand on étudie les jugements de condamnés, eh bien, les peines sont moins importantes quand le condamné est beau que s'il est d'apparence physique normale. C'est quand même assez extraordinaire, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous êtes une personne belle et que vous attaquez quelqu'un en justice, eh bien l'autre personne est susceptible d'être condamnée 2 fois plus lourdement en termes de dommages et intérêts que si vous êtes une personne d'apparence normale. Et les rapports qui ont été faits, c'est bien 1 à 2. Donc c'est quand même assez fort comme situation. Et là, on peut penser à la blague de Coluche qui a dit à peu près quelque chose du genre « Et Dieu créa les hommes égaux, il y aura des petits, il y aura des grands, il y aura des beaux, il y aura des moches, et ils seront tous égaux. Et il y en aura même qui seront petits et moches, et pour eux ce sera très dur. » Et bien c'est exactement ça. Et alors, comment l'industrie du tabac ou le marketing de manière générale s'en est saisi? Vous ne vous posez pas trop de questions de savoir pourquoi c'est toujours des gens beaux, des hommes beaux, des femmes belles qui vous présentent une lessive ou une voiture ou du tabac à l'époque où les publicités pour le tabac étaient autorisées. Et bien il n'y a pas 36 explications, c'est juste que c'est plus efficace parce que l'effet de halo va fonctionner. Alors, voilà quelques exemples de femmes particulièrement belles qui ont fait une publicité pour le tabac. Il y en a certaines, c'est improbable, mais, effectivement, bah, ça marche, hein, ça fonctionne. Alors à chaque fois, je prends des publicités des années 50-60 pour que la distanciation soit la plus forte. Et il y a aussi autre chose, il y a eu toute une campagne qui a été faite par une marque de cigarettes pour vous donner l'idée que eh bien, quand on était mince, on était plus beau que quand on était gros, et que pour être mince, il y avait une solution qui était très simple. Cette solution, c'était de fumer. Donc, si on avait peur d'attraper un double menton, ou si on commençait à l'attraper, ou si vous l'avez déjà, mais fumez, fumez vite pour maigrir. Vous serez plus beau si vous êtes maigre, si vous fumez. Alors ils disent pas que vous aurez la peau fripée, que vous aurez le teint jaune, etc. Hein, ça, bon, on n'en parle pas. C'est vous dire à quel point le marketing du tabac a pu être malsain. Et un mensonge répété
Une fois, ça reste un mensonge répété des millions de fois, ça devient une vérité. Et cette vérité, elle peut être transmise aux générations d'après, et cette vérité, elle devient une culture. Donc, c'est important, à mon sens, de comprendre comment les publicités des années 50, 60, 70 ont été fabriquées pour pouvoir se dégager de l'idée culturelle que le tabac c'est ci, c'est ça, et ça continue à nous influencer. Alors, une autre idée dans ce chapitre, c'est celle de la similarité, qu'on a d'ailleurs retrouvée précédemment dans la preuve sociale. Alors, qu'est-ce que c'est la similarité? Le biais cognitif de la similarité, c'est le fait de trouver plus sympathique quelqu'un qui nous ressemble que quelqu'un qui ne nous ressemble pas, et d'aller plus facilement dans le sens de quelqu'un qui nous ressemble et qu'on trouve sympathique. L'exemple qu'on peut prendre, c'est si vous êtes habillé de la même façon que l'interlocuteur que vous allez trouver dans la rue et que vous lui demandez de l'argent, et ben dans 2 tiers des cas, si vous lui ressemblez, vous aurez quelque chose de positif. Et si vous ne lui ressemblez pas, dans moins de la moitié des cas, vous aurez une réaction négative. Alors cette expérience-là, elle avait été faite sur un campus où on était dans les années 70, où soit on était déguisé en hippie, et qu'on parlait à d'autres étudiants qui étaient en hippie, ou si on était habillé normalement et qu'on s'adressait à un hippie. Voilà l'expérience telle qu'elle a été faite, et on voit bien qu'entre la moitié et les 2 tiers, ça donne quand même quelque chose de très significatif. C'est pour ça que de manière générale, un vendeur ou quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous et qui fait en sorte de vous dire ou de vous faire croire qu'il est comme vous, il faut vous méfier. Ça doit être un voyant rouge qui s'allume et qui clignote. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « je suis comme vous », méfiez-vous. Alors, comment est-ce que le marketing du tabac s'est saisi de cette idée? Ce qu'on peut dire de plus évident, c'est les publicités qui étaient destinées spécifiquement aux femmes. Parce que le tabac, c'était tout d'abord quelque chose de masculin. Donc les hommes fumaient, et ensuite les femmes ont imité les hommes. Malgré tout, une femme qui veut fumer, elle n'a pas forcément envie d'avoir tous les attributs de la masculinité en fumant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les cigarettiers ont fabriqué des cigarettes spéciales pour femmes, non pas dans le contenu, mais dans le contenant. C'est là qu'a été développé les cigarettes fines, ce qu'on appelle les 100S. C'est à ce moment-là que c'est sorti. Donc quand vous voyez des publicités avec des cigarettes longues, vous voyez une femme à côté parce que eh bien, c'est des cigarettes qui ont été faites pour les femmes. Comme ça, une femme pouvait avoir son propre type de cigarette qui n'était pas celui des hommes. Bien entendu, il y a d'autres phénomènes un petit peu plus anecdotiques mais rigolos. Par exemple, si vous étiez une femme trop maquillée, vous aviez votre marque de cigarette. Et si vous étiez une femme aventurière, que vous avez envie de vous identifier à la première femme qui a traversé l'Atlantique sur un avion, eh ben vous pouviez aussi. Alors désormais, on va parler conditionnement et association. Alors ça, vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Dans toute l'Antiquité, quand on avait un messager qui venait annoncer le résultat d'une bataille, il était traité tout à fait différemment si la bataille était perdue que s'il était gagné. Dans un cas, il avait droit au plus grand plaisir, et dans l'autre, il avait la tête tranchée. Est-ce que le messager était responsable du résultat de la bataille? Bien sûr que non. Pourtant, la réaction était tout à fait différente en fonction de ce résultat. La conclusion de ce point, c'est que l'être humain a une tendance naturelle à associer la mauvaise nouvelle à celui qui la porte. Cette réaction, elle est automatique et elle est tout à fait anticipable. On est en plein dans le biais cognitif. Et donc la simple association entre le messager et la mauvaise nouvelle, ça suffit à produire l'antipathie. C'est pour ça que les publicitaires ont toujours des réactions très négatives de la population quand ils associent leurs produits à un événement négatif. A contrario, si vous avez une association d'idées positives entre donc un sentiment positif et un produit, là ça peut fonctionner dans l'esprit humain. Donc pour illustrer ça, on a une campagne de publicité
assez intéressante qui a été faite par une marque de cigarettes qui associe des actions positives que les gens aiment bien réaliser avec la cigarette. Donc par exemple, si vous aimez passer de longues heures au téléphone, euh, n'oubliez pas de fumer en même temps. Si vous aimez jouer au bowling, ou si vous aimez jouer aux cartes, ou si c'est plutôt un bon café qui vous plaît, ou encore si c'est lire un bon bouquin en mode cocooning, effectivement, n'oubliez pas de fumer en même temps. C'est le message de cette campagne de publicité. Et ce que ça dit, c'est qu'on prend l'aura positive de l'action que vous appréciez et on la transpose sur la cigarette. On s'y associe. Donc on voit bien que le principe d'association, là, il joue à plein en faveur de la cigarette. Pour information, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on commence à prendre conscience de ces mécanismes, on peut aussi les faire marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous avez décidé d'arrêter de fumer, vous pouvez prendre des éléments que vous détestez et les associer à la cigarette. On peut le faire à l'aide de la programmation neurolinguistique, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça marche super bien. Donc ne vous demandez plus pourquoi est-ce que les produits sont systématiquement associés à quelque chose. Ça peut être à un mannequin, ça peut être à un événement aussi. Pourquoi est-ce que quand il y a la Coupe du Monde de football, quand il y a les Jeux Olympiques, vous avez toujours tout un tas de marques qui vont dire voiture des Jeux Olympiques ou chewing-gum des Jeux Olympiques ou partenaire officiel des Jeux Olympiques, même si c'est des produits qui vous rendent gros et complètement inaptes au sport, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir les retrouver partenaires d'événements sportifs. L'association d'idées n'a pas à être légitime, elle a juste à être positive. Et ça fonctionne. Donc ne vous demandez plus pourquoi les publicitaires ont tellement tendance à solliciter des stars pour mettre en avant leurs produits. Alors j'ai pris un certain nombre de stars masculines et féminines et effectivement je les ai prises de manière distanciée temporellement. Je pense que Laurel et Hardy, ça ne va pas vous influencer beaucoup, Ronald Reagan non plus, John Wayne non plus. Et puis quand on parle des stars féminines, Marilyn Monroe, bon, alors c'est une icône certes, mais elle est quand même un petit peu loin de nous, de même que Marlène Dietrich et puis Carole Lombard. Ceux qui connaissent Carole Lombard, bravo, vous êtes forts. Alors, comment se prémunir de ce biais cognitif qui agit tellement facilement, tellement souvent, et la plupart du temps à notre insu? Il serait complètement vain de se dire je vais me méfier de toutes les personnes sympathiques. C'est complètement impossible. Alors la solution, une des solutions, c'est d'essayer de repérer les moments où on a une sympathie excessive qui est déclenchée. Surtout quand on est dans un acte d'achat finalement. Est-ce que ce vendeur si sympathique, est-ce qu'il est légitime que je le trouve autant sympathique? Est-ce que je dois continuer dans cette voie-là ou est-ce que je dois essayer de dissocier la sympathie que j'ai pour le vendeur ou pour la star qui essaye de me vanter les bienfaits du tabac et le produit qu'ils nous vendent ou qu'ils mettent en avant? Donc si on prend l'exemple d'un vendeur de voitures, ils sont tous extrêmement sympathiques. La voiture qu'ils mettent en avant, on doit, dans notre esprit, créer deux images mentales, une de la voiture, une du vendeur, pour que la sympathie du vendeur n'interfère pas avec le jugement qu'on a sur la voiture. Pas évident à faire, mais c'est un exercice et au bout d'un moment, ça vient un peu tout seul. Voilà, j'espère que le biais de sympathie vous a plu, que vous savez désormais vous méfier des personnes qui veulent vous vendre quelque chose en étant extrêmement sympathique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et si vous voulez avoir l'accès à toutes ces publicités des années 50-60 que j'ai sélectionnées pour vous, regardez en bas, vous avez un lien, vous mettez votre mail et vous avez accès à tout ça de manière non floutée parce que je sais que vous êtes désormais libéré de ce biais cognitif. A bientôt sur Exmocio.